monsieur le maire d'être occupé de sa présence. Très bien, et merci monsieur le maire pour votre accueil, monsieur le président de la communauté commune, monsieur le directeur, merci mesdames, messieurs, merci à vous tous d'être là, et puis, merci de nous accueillir dans ce qui va être, je crois, la prochaine maison du projet, et puis de nous associer à la signature de cette convention entre la commune et Dynasté. Moi, je voulais retenir déjà en introduction quelques points qui me semblent importants. L'effort de rénovation à la fois architecturale, mais surtout énergétique des bâtiments et des habitats. C'est un point assez essentiel à souligner. Ça va à la fois améliorer le confort de vie des habitants, mais surtout aussi limiter leur consommation énergétique. Donc améliorer aussi leurs conditions financières de vie, je dirais. Et puis la requalification de tous les abords. Je pense que ça va être avancé, je pense que ça va nous être présenté. C'est là aussi important pour la qualité de vie au quotidien, le sentiment aussi de sécurité dont on parlait, et la qualité de vie, y compris en période estivale, puisque essayer d'avoir des aménagements tels que des parcs, des espaces verts, ça favorise aussi le confort de vie en période de forte chaleur. Et ce sont les points importants aujourd'hui. Et puis en introduction, je voulais peut-être rappeler que Val-sur-Rhône fait partie du programme Petite Ville de demain, qui est piloté en partenariat entre la collectivité et l'État, et qui vise à justement aussi œuvrer pour la réhabilitation de l'habitat, pour la revitalisation commerçante des centres-villes. Et je pense que nous aurons des échanges dans les mois à venir pour voir comment aussi intégrer ce projet, en tout cas le périmètre du quartier de Muzinan, dans l'opération de revitalisation du territoire qui concerne Val-sur-Rhône. Voilà, merci de vous dire en introduction. Et donc, monsieur, effectivement, je vais vous poser une question d'ordre général. Pourquoi un tel projet Muzinan 2030 ça engage, pourquoi un tel projet? Alors, je n'ai pas la réponse. Pourquoi un tel projet? Alors, pour le coup, la question est difficile. Oui, je sais. Tant l'ambition est grande. Non, cette journée qui nous occupe, avec des gens qui sont tous très sympathiques, on a beaucoup de plaisir à retrouver, pour certains qu'on connaît depuis très très longtemps, à suivre Moria. Cette journée, elle est importante parce qu'elle vient sceller en effet ce qui pourrait bien être qualifié de l'opération de requalification urbaine la plus significative à l'échelle de notre territoire. On a connu, en lien déjà avec Dynasté, la très belle requalification de Beauséjour, qui avait fait date, et sur le fond et sur la forme. On avait découvert l'ingénierie du politique de la ville, on était là dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, on avait une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale aussi. On a commencé à toucher de près ces mécanismes de requalification urbaine, et puis cette opération, qui est d'une autre ambition encore, qu'on appelle Muzinan ou Grand Muzinan 2030, on a une échelle de temps, il faut en effet se donner du temps. Et on est là sur 8 à 9 années d'accompagnement et de partenariat puissants, qui sont aujourd'hui portés par les uns, qui demain seront portés par d'autres. Je parle en particulier des élus, ça va nous dépasser tout ça. Marc, toi tu es plus jeune que moi, mais en tout cas ça va nous dépasser. Et c'est très très important. Ceux qui ont participé à la procession, qui vient de se terminer, peuvent en effet sans difficulté comprendre qu'il y a à faire. Que cette ZUP qui est sortie littéralement de terre en très peu d'années, à la fin des années 60, au début des années 70, elle a vieilli, elle a vécu, et qu'il faut maintenant qu'elle soit le théâtre d'une requalification ambitieuse. Il y a aussi le sujet du quartier durable, de la recomposition de cette offre foncière. Aujourd'hui, on a des espaces sportifs. Demain, on aura à cet endroit-là un quartier durable. Le pari, ce qui nous a amené au fond à construire le Grand Muzinan 2030, c'est un sujet tout simple, tout bête, mais très très symbolique. Il fallait absolument qu'on évite de fabriquer une enclave qualitative au cœur d'un quartier qui n'aurait pas su lui-même, en parallèle, évoluer. C'est pour ça que d'emblée, il fallait
poser le territoire global, imaginer bien sûr la montée en puissance du quartier durable, mais aussi, et j'allais dire presque surtout, s'occuper des îlots historiques et les amener qualitativement au niveau de ce que sera effectivement ce quartier durable. Sinon, on aurait eu des réactions très très vives de mécontentement d'une population qui aurait observé à quelques encablures l'émergence de ce quartier, dans toutes ses définitions et dans toutes ses qualités, et qui n'aurait pas supporté ce décalage optimal entre les conditions de ceux qui allaient y vivre et les conditions qui allaient rester les leurs habitants historiques. Pour revenir sur ce quartier... Je suis très bavard, il ne faut pas trop me relancer. Hein. Non, mais pour revenir sur ce quartier, le Ménilhan Ministrand, en fait, sur la partie nouvelle, c'est quoi l'ambition vous allez accueillir de nouvelles populations. Quel est derrière, en fait, ce qui a motivé, en fait, le travail sur ce projet? Alors, ce qui nous motive, c'est une chose toute simple. On est condamné dans un espace transfrontalier qui, par ailleurs, est dynamique, et on sent, nous, très très fort la poussée de cette métropole, et on la ressent, pour être honnête, de plus en plus. Hein. D'autant qu'on est porte d'entrée ferroviaire et que Genève se ferme à la voiture. Donc, être en porte d'entrée ferroviaire à l'échelle du territoire, demain, ça aura vraiment ça aura son importance. On est obligé de reconstruire la ville sur elle-même. Donc, cette opération, ce jeu de chaise musicale globale entre de nouveaux espaces sportifs sur Arlot, en lieu et place d'une ancienne friche industrielle, avec cette libération foncière sur Nouzon, ça permet très précisément de ne pas aller consommer des espaces périphériques, mais d'engager cette réécriture de la ville sur elle-même. C'est au cœur du quartier. En réalité, on est là en train d'évoquer une opération de requalification urbaine qui génère, ou qui est tout à fait complémentaire, d'une autre opération de requalification urbaine, un peu plus au sud, en lieu et place des friches industrielles, puisque ce sont les friches industrielles de Péchinet qui accueilleront la grande plaine de jeux et de sport d'Arlot. C'est vraiment à comprendre d'une manière très très équilibrée ces deux dossiers, évidemment. Dans lesquels, de toute façon, Dynacité est engagée. Bien sûr, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, je vais passer la parole à M. Marc Gomez. Je vous ai vu arriver. Bah, vous m'avez dit que vous étiez bavard, hein, donc... et donc, en fait, moi, maintenant, je pose la question à Marc Gomez. Pourquoi, en fait, Dynacité s'est engagée dans ce projet qui est voilà, d'une très grande ampleur. Si elle l'est pour la ville, elle l'est aussi pour le bailleur qui la porte. Dynacité, on le rappelle, c'est le péage du département de l'Ain, le plus gros acteur du département de l'Ain, numéro 1, c'est 28 000 logements, nous sommes présents sur 5 départements, 11 PCI, 241 communes. Un investissement annuel de 140 millions d'euros, une volonté de travailler avec les tissus économiques du territoire. C'est une construction programmée de 600 logements par an et environ 800 logements réhabilités par an également. Alors pourquoi ce projet et cet engagement Dynacité sur la commune? Parce qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des élus qui sont des maires bâtisseurs, des maires qui transforment, des maires qui ont des visions. Et il se trouve que Régis Petit incarne ce type d'élu. Merci Marc. Et on a la chance dans le département de l'Ain, je suis la sous-préfète, le directeur de la DET, l'élu du département, M. Lamanja, le président de l'EPCI. On a également sur ce tissu-là, et au niveau de l'État, des acteurs qui veulent accompagner la dynamique du département de l'Ain, qui est un département fort de son tissu économique, industriel, de ses innovations, du fait que l'Ain est un chaînon d'équilibre entre deux métropoles fortes, je dirais le franco-genevois, qui a des avantages et aussi des inconvénients par rapport à la pression qu'il peut exercer sur le tissu économique et l'emploi, le logement également. Et on a également la métropole de Lyon qui a également de nouveaux équilibres à trouver et qui impactent forcément ensuite les équilibres du département de Lyon. Et on travaille sur tout le tissu du franco-genevois avec le BGEX et le Pays Belgardien. Et il se trouve qu'on a des liens très forts entre ces deux territoires, avec des effets d'équilibre, de synergie. Et Régis, on se connaît maintenant depuis 2015, on a achevé ensemble le quartier de Beau Séjour, qui était plutôt, je dirais, centré sur un îlot de Bellegarde,
Bellegarde avec des anciens HLM, habitations en Beaumarchais, complètement transformés, réhabilités, qui vivent bien aujourd'hui. Et le travail a été colossal, et je salue mes prédécesseurs, autant élus qu'acteurs de Dynacité. C'est un tissu également qui a muté, où on a fait du bâtiment nouvelle génération en BBC, basse consommation. Nous avons également fait un projet d'accession à la propriété qui a extrêmement bien marché, et on a eu plusieurs habitants et locataires de Dynacité et à l'époque Bellegarde qui nous ont remerciés d'avoir permis de devenir propriétaires sur Bellegarde, ce que certains ne pouvaient imaginer vu la tension des marchés qu'on connaît dans le département. Et donc cette histoire, somme toute assez récente, 2017, fait que on s'est dit, bon, on a bien traité Beau Séjour, pour autant, Val-Sauron, ce n'est pas que Beau Séjour. Et dans une approche de territoire, quand on est un acteur de territoire, il faut toujours se dire comment éviter de créer des situations d'iniquité de traitement spatial et social. Et à un moment donné, comment est-ce qu'on peut faire un diamant à Beau Séjour avec tous les fruits du Konyami et ne pas donner l'impression qu'on délaisse d'autres quartiers. Donc, il y a plusieurs éléments dans ma réponse. Le fait que cette mutation du tellement sportif d'aujourd'hui, on va accueillir 550 logements, un investissement de 10 millions d'euros, porté par Dynacité. Et avoir également Musinant en face, historique, qui a vieilli ou qui s'est patiné, selon comment on peut avoir l'expression. 500 logements, qui sont de bonne conception, traversants, qui sont avec des réponses pour les PMR, puisqu'on a les trémies, sauf qu'on n'a pas encore les cabines d'ascenseur, donc on peut faire évoluer également le produit et répondre au vieillissement des populations. On est sur un tarif également loyer, encadré par l'État, mesuré, qui permet aussi à des jeunes ménages de se loger, ce qui devient rare aujourd'hui, et difficile sur les zones frontalières. Et on s'est dit, on ne peut pas faire un écoquartier et à un côté avoir une espèce de délaissé, fruit d'histoire, qui, je le rappelle, a bien vieilli, mais qui néanmoins à l'âge de son béton. Et l'idée, c'est quoi? C'est de transformer Musinant historique avec un travail extrêmement qualitatif sur les façades et l'accessibilité et tout, vous l'avez exprimé Madame la sous-préfète, tout l'environnement spatial, résidentiel. On a vu en passant beaucoup d'enfants qui jouaient sur des espaces verts qui ont besoin d'être réenchantés. Et donc le pari qu'on a partagé avec Régis et l'ensemble des élus et l'ensemble de mes collaborateurs que je salue, qui sont extrêmement compétents et engagés sur ce dossier, c'est qu'il n'y ait pas de différence visuelle entre l'écoquartier et le bâtiment Musinant, les bâtiments Musinant historiques. Les bâtiments Musinant historiques, 500 logements, c'est un investissement de 20 millions d'euros de Dynacité. Donc vous mesurez ici l'effort que nous faisons en tant qu'acteurs de territoire, parce qu'on considère qu'il ne faut pas faire de faux gestes entre l'écoquartier et les bâtiments existants, au risque de créer des émotions et des perceptions qui ne seraient pas les bonnes dans l'intérêt de la transformation du territoire. J'ai une question à vous poser aussi. Ce projet, c'est aussi une façon de montrer en fait qu'Apanouki est capable en fait d'apporter à des communes Dynacité. Excellent, bonne question, et ça me permet de rappeler que nous ne sommes pas que bailleurs, nous sommes également aménageurs. J'ai Pauline qui est ici dans la salle qui est en charge de ce dossier au du service aménagement de Dynacité, avec Céline, avec Isabelle, que je salue. Donc des compétences d'urbanistes associées avec des compétences externes également urbaines, architecturales. Il aura l'occasion de s'exprimer en tant que chef de ce projet qui nous a accompagnés pour l'esquisse et le partage de ce dossier auprès des élus et auprès des habitants. Donc aménageurs, constructeurs, gestionnaires, créateurs également de bâtiments à vendre dans l'accession à la propriété, là aussi ce besoin. Donc on est un acteur de tout le parcours résidentiel, que ce soit pour faire demain un bail réel solidaire avec un OFS, ou faire du logement intermédiaire, ou faire de l'accession à la propriété et faire du logement conventionné. Et ça on l'oublie. Un bailleur n'est pas qu'un gestionnaire de patrimoine. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce partenariat. D'ailleurs, je rappelle, pour les gens qui n'étaient pas là il y a quelques années, le bâtiment qui est juste derrière Marc Domaine, c'est Vert Horizon, et il a été inauguré en 2018 avec nombre des propriétaires, et ça a été un moment extraordinaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là ce jour-là, mais on a passé un super moment. On s'en souvient. Voilà. Les gens étaient
Enchantée. Si vous voulez le visiter, prenez un nombre de cannes, du creuset dans la salle, vous pouvez visiter le bâtiment. Il n'y a pas de souci. Annie, comment Vous pouvez se lever pour qu'on la voie. Ça me parle, effectivement. Et donc maintenant, je vais passer donc, la parole à Jean Laurent-Berge, donc, qui est donc, architecte urbaniste et qui a, du cabinet Insolite, et qui a réfléchi en fait tout à ce projet en fait qui doit m'aider, bien vivre ensemble, espace vert, bâtiment durable. Je vous laisse la parole. Oui, bah c'est effectivement la base de cette réflexion, c'est le territoire et la matière première qu'il propose. Et première approche en plateau, ça a été de voir ce que le paysage et l'environnement de ce quartier existant et de ce futur quartier pouvaient offrir de manière égalitaire. Qu'est-ce que c'est que l'offre du paysage à Val-Thorens? Il nous a assez vite apparu que le grand paysage était à disposition immédiate. Le Sorgia d'un côté, la Michaël de l'autre. On est sur un territoire tout à fait majestueux. Donc ce balcon, enfin ce territoire en balcon était le premier élément qui a fédéré, qui a donné les premières pistes de ce projet. Et ça nous a permis aussi d'imaginer que le projet pouvait partager quelque chose. Ces projets pouvaient partager quelque chose. L'aspiration aujourd'hui des gens qui veulent habiter quelque part, c'est de s'impliquer, de se sentir bien, d'être dans son territoire. Si le territoire promet de telle qualité, il faut s'en saisir et en faire le ferment du projet. L'idée d'un parc, d'une promenade qui va aujourd'hui dans les esquisses, les premiers coups de feu du bois d'épaisse jusqu'à la Valserine, c'est ça le lien qui va faire le projet. Et les projets, enfin les bâtiments, les usages, tout ce qui va se passer autour de cette promenade. Ça va être le premier élément, la première adresse du projet. Donc ce parc va se décliner sous différentes formes. D'abord, il va offrir à nouveau des possibilités lorsque le stade disparaîtra. Les premières visites qu'on a pu faire, on a constaté qu'il était utilisé certes par les sportifs, mais aussi par les gens du quartier, ceux qui travaillent, ceux qui vivent. Et c'est un lieu déjà de parc. La préfiguration du parc existe déjà. Donc en fait, on va confirmer cet usage-là, l'amplifier. C'est un parc qui fera plus d'1 hectare au cœur du quartier durable et qui va s'étendre et qui sera ramifié aux différentes trames vertes jusqu'au bois d'épaisse côté sud et qui viendra se ramifier aussi avec les petits parcours qui descendent. L'objectif, c'est de tout relier en fait. Donc tout ça sera relié. Au-delà ou en parallèle à la gare, évidemment, le quartier durable ne pourra fonctionner que par des mobilités durables. Donc les usages devront aussi être portés par l'aménagement. Il ne s'agit pas de supprimer tel type d'usage, la voiture en particulier, mais d'offrir des alternatives. Ces alternatives sont évidemment le train pour les déplacements pendulaires professionnels, la marche et le vélo pour aller faire ses courses et amener les enfants à l'école. Ces possibles-là sont, ces usages-là sont rendus possibles par cette promesse du parc et les ramifications possibles de ce parc avec le reste des réseaux. Mais il faut avoir en tête que les gens à qui on s'adresse et qui vont habiter ce quartier ont aujourd'hui 10 ou 15 ans. Qu'est-ce que l'aspiration de cette génération pour s'ancrer sur un territoire? De quoi ces gens-là auront envie d'être dépendants? Auront-ils envie d'être dépendants de leur voiture? Auront-ils envie d'être dépendants de leurs horaires de travail? Sans doute pas. Donc il faudra qu'on s'adapte à ça, à une réponse d'organisation du quartier tout à fait adaptée à ces nouvelles façons de vivre. La question environnementale que vous évoquiez doit être aussi au premier plan. Donc les déplacements en font partie. La qualité de l'aménagement. L'OMS évoque la nécessité d'avoir à proximité immédiate, ce qu'on appelle la ville marchable, c'est-à-dire à moins de 10 minutes à pied, de 10 à 15 mètres carrés d'espace vert par personne, par année. C'est une consigne de l'OMS. Rares sont les villes qui parviennent à avoir cette offre.
elle sera disponible. Donc il faut qu'on s'en saisisse, il faut vraiment qu'on sanctuarise ce parc pour pouvoir offrir cette qualité d'habité et répondre à des demandes, à des alternatives d'offres aussi, parce que les frontaliers que vous évoquiez, monsieur le maire, les futurs habitants et j'allais dire les belles gardiens, comment les Val-sur-Renoir doivent trouver là ce qui soit ne souhaitent pas trouver plus loin parce qu'ils s'éloignent des services, soit ce qu'ils ne peuvent pas trouver plus loin parce que les prix augmentent. Donc il faudra trouver en cœur de ville, puisqu'on est dans la ville, une offre à une demande qui souhaite changer de façon d'habiter dans la ville. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que c'est quand même un projet porté par quelqu'un de courageux, avec une volonté avant-gardiste. Un peu Là, moi, je ne sais plus quoi faire. Bah, c'est tous les élus présents du territoire qui doivent être fiers de ce que vous mettez. Tout à fait. Alors, si vous voulez, en tout cas, si ça intéresse certains, je sais qu'il y a des journalistes, voilà, c'est l'occasion de poser vos questions. Voilà, on se réserve quelques minutes. Il y a peut-être les chantiers à rappeler de la programmation. Oui. Ça, comme on les a rappelés dans la petite balade, donc voilà. Donc, peut-être sur cet aspect planning intéressant, la procédure d'aménagement conduit à un temps long. On est sur un processus qui va durer 10 à 12 ans jusqu'à la livraison des derniers ou des quelques derniers logements. Donc on est effectivement la masse que représente 500 ou 550 logements, un parc, plus la rénovation de 500 autres, ça paraît très important, mais en définitive, si on reporte ça sur une période longue, de 10 ans, ou 12 ans, 2 mandats finalement, il va rester encore 2 mandats. Il y aura des volontaires. C'est finalement un rythme ça fait 55 une cinquantaine de logements par an, une centaine de personnes en moyenne, ce qui finalement est un rythme de développement pour une ville comme Val-sur-Rhône tout à fait adéquat. L'organisation de ce développement, c'est ça qui change vraiment les choses. On organise, on planifie et on le fait de façon économe et raisonnable. On évite l'anarchie. Absolument. Ouais, peut-être rappeler aussi que aujourd'hui, c'est la naissance officielle de ce projet. Aujourd'hui, c'est important d'y être et de se le dire. Et de se rappeler aussi entre nous qu'on parle de Musine en 2030, mais l'intervention de Dynacité, des élus, elle dépasse ce quartier. On a également les tours Henri Dunant en plein centre qui sont habilités pour être bâtiments basse consommation. On a des bâtiments qui sont en cours de relogement, puisqu'ils vont être déconstruits en termes de valeur d'usage, ils sont dépassés, il y a aussi des fins de cycle dans l'usage des bétons, qui seront reconstruits sur la parcelle pour éviter l'artificialisation des sols. Donc on essaie aujourd'hui sur ce territoire de combiner tous ces enjeux qui sont quelquefois un peu complexes ou paradoxaux, puisque plus de logements et pas artificialiser les sols, ce n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, on a aussi cette capacité à reconstruire la ville sur la ville. Et du coup, au-delà des discours, au-delà des échanges, on est dans le concret à partir d'aujourd'hui. Je disais à Régis Petit, mes services m'ont déjà présenté cette semaine une première esquisse pour réhabiliter un bâtiment de musulmans historique que j'ai refusé parce que pas assez ambitieuse. Donc, mais il n'est pas assez cher. C'est une question d'argent, c'est une question de sens, de projet et de cohérence par rapport au territoire. Et l'idée, c'est de se rappeler que c'est déjà parti. Voilà, et que tous les territoires de Bellegarde seront, je dirais, considérés, y compris ceux qui ne sont pas mis en lumière aujourd'hui ou qui ne sont pas sur le panneau d'affichage de 2030. Donc cette cohérence territoriale qui se fait, et cette cohérence territoriale, nous l'avons sur différents territoires, puisqu'on est acteur des territoires qu'on soit en zone tendue, A et B1, ou en zone détendue, ce qu'on appelle B2 et C. Donc on travaille autant sur des territoires comme Belay que sur des villes en cœur de ville comme Amberieu, Oyonnax. Je sais mon président qui s'excuse pour son absence de part de son mandat. On est présent sur Farnay-Voltaire, Pédigex. Voilà. On est présent sur tous ces territoires avec cette capacité de s'adapter au territoire dans le respect de sa culture, de son identité. L'identité de Bellegarde, elle est forte.
Elle a créé sa richesse et aujourd'hui on est heureux d'être à vos côtés pour continuer d'écrire l'histoire, pour commencer nos prédécesseurs. D'ailleurs, vous parliez de ce jour qui est le jour J en fait, de départ. En fait, comment ça va se passer pour les habitants? Comment vont-ils être informés? Certains habitants auront la chance de s'asseoir à la place de monsieur le maire, de madame la sous-préfète et à la place pour venir discuter du projet. Ce sera leur maison durant tout le projet sur ces 10 ans qui s'expliquent devant nous. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la temporalité de la transformation, qui pour moi est normale, 10 ans, 15 ans, on ne transforme pas des villes comme cela, on ne fait pas de la cosmétique, c'est vraiment des opérations de transformation et pas de faux semblants, avec des faux gestes qu'il faut exclure, puisque sans quoi ça serait une valeur d'échec. Mais l'idée c'est que c'est leur maison et que du coup, on devra leur expliquer le sens de l'histoire et que quelquefois, s'il y a un petit peu des zones d'interrogation, de frustration, il faudra venir en parler, discuter en présentiel dans cette maison où on doit embarquer tout le monde et n'exclure personne. Non, simplement sur ce que vient de dire Marc, deux choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, au-delà de Lusignan, l'INACIT est très très actif sur tous les quartiers. La tour des Coquelicots en est une illustration qui est assez frappante. Derrière la préoccupation, c'est très très joli, c'est très très réussi. Derrière la préoccupation environnementale, il y a aussi la préoccupation sociale, hein, parce qu'une meilleure enveloppe énergétique, surtout par les temps qui courent, c'est un taux d'effort qui est moins, et ça redonne un peu de pouvoir d'achat à des populations qui par ailleurs sont en souffrance, on le sait tous. Hein. D'autant que les évolutions salariales ne sont pas finalement à la hauteur de ce qu'elles pourraient être ou devraient être. C'est important parce qu'on sort d'une année de Covid. On avait un baril de Brent à 35 $, il est à 84 $. Et rappelons-nous qu'avant la crise de 2018, on avait des annonces à 250 $ le baril. Donc ça fait 30 ans qu'on dit qu'il nous reste 30 ans de stock. Donc là on est arrivé à la fin d'un cycle avec des efforts de transformation. L'énergie coûtera de plus en plus cher. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais là il faut vraiment passer au jeu d'acteurs. C'est comment est-ce qu'on est un acteur du défi climatique qui du coup interagit avec le défi économique et qui du coup interagit avec le défi sociétal. Et tous ces trois défis sont en interaction continue. C'est comment demain on y répond concrètement. Et la maîtrise des énergies, je rappelle que 1 degré consommé ou perdu, c'est 7% sur la facture, 2 degrés, c'est 15%, avec un baril de Brent qui a ses effets, on le voit à la pompe, on parle de 2 € le litre. Tout cela évolue fortement. Et les populations, faut qu'on en dise, on a cette capacité à loger des cadres intermédiaires, dans le logement intermédiaire, par une accession, mais on a aussi du PLAI dans le jargon du précaire. Demain, comment on répond à tout le monde selon son parcours de vie, selon les accidents de vie, comment on reste solidaire sur le territoire. Donc c'est vraiment des sujets qu'on ne peut pas balayer et qu'on doit considérer, sans quoi derrière, je pense qu'en termes d'éthique, en termes de raison d'être que nous partageons tous ici présents, on ne serait pas cohérent et serait normal qu'on nous le reproche. J'ai encore une dernière question. Comment ça va se passer concrètement après la signature? Qu'est-ce qui va être lancé? Voilà. Je pense que les gens veulent connaître la suite. Demain, comment ça se passe? La parole à Céline ou Isabelle dans la salle, qui sont les expertes. Il y a le projet de rénovation du 35-37 sur la partie ancienne de Musinance, mais en effet sur la partie nouvelle, on est en train de travailler sur une trame d'appel d'offres. Donc jusqu'à présent, Jean nous a fortement accompagnés dans toute la pédagogie, l'évolution du projet avec un diagnostic et des esquisses complètes, qui a soulevé plein de questions qui justement nous amènent en tant qu'aménageurs à lancer très prochainement, d'ici fin d'année, l'appel d'offres pour ensuite commencer à poser les premiers coups de crayon d'un projet concret. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui signature, dans quelques mois lancement des appels d'offres, avec, je dirais, en 2022, une esquisse du projet. On peut... Voilà, peut-être un rappel sur la méthode d'aménagement. En 2 mots, l'aménagement n'est pas la construction. Oui, on est bien d'accord. La procédure est tout à fait particulière. Il s'agit bien d'avoir une vision d'ensemble et ensuite d'agir à l'échelle du projet de construction
mais dans le cadre d'un projet global. Donc là, ce qui va se fixer, c'est d'abord ce projet global, ce cadrage-là, le cahier des charges architecturales qui sera soumis aux opérateurs pour mettre en proposition de territoire, mais sous condition. C'est-à-dire chaque opérateur devra répondre favorablement à la proposition de qualité qui est faite. Chaque terrain sera vendu à la faveur d'un cahier des charges exigeant, un concours, un dialogue compétitif, une table ronde, des ateliers, tout ça reste à définir. Mais c'est d'abord l'aménagement et le point de vue global qui sera dessiné, mais qu'esquissé et promis aujourd'hui en quelque sorte. Mais cette promesse doit s'incarner dans un plan global. Et ensuite viendront des phases de construction. Ils seront conformes au cahier des charges de l'aménageur, donc l'aménageur, avec ses experts associés dans le cadre d'une consultation publique, nous serons les garants de l'histoire que l'on souhaite se fasse réaliser. En lien avec la collectivité, évidemment. Ouais, je voulais deux choses. Je pense que le projet ne sera pas une réussite si on n'a pas une excellente qualité d'animation du projet. C'est aussi toute la force de ce lieu qui nous accueille aujourd'hui et qui est devenu, entre autres fonctions, maison du projet. Jean, tu le rappelais, va devoir accueillir les populations. On ne fait pas le bonheur des gens à leur insu. Donc il va falloir, parfois ces discussions, ces rencontres seront musclées, parce que c'est comme ça que ça se passe, quand on rentre dans le vif du sujet, mais de la qualité d'animation, de la qualité de cette équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, de cette équipe d'accompagnant du projet, qui devra faire montre de pédagogie, expliquer les enjeux, les partager, entendre aussi nos concitoyens sur un tas de sujets. De là naîtra une vraie qualité de projet et une vraie compréhension pour ce qui nous concerne des enjeux. Un tout petit mot sur ce qu'a dit Marc, sur la question de la densité, qui est une question très très particulière. Tant elle est à la fois à regarder sous l'angle du subjectif et sous l'angle de l'objectif et du rationnel. On a encore ce débat qui doit nous occuper. Combien de logements? Quelle organisation fonctionnelle de ce futur quartier? Quel est le rôle du parc qui va transcender et traverser ce quartier? Tout ça, c'est encore des discussions qui vont nous occuper. La perspective ou pas de tel ou tel immeuble qui, par sa volumétrie, serait plus important que tel ou tel autre, jouant un rôle de signal. Enfin, tous ces sujets vont aussi devoir être discutés. Ça paraît aussi assez évident. On sait qu'ils sont corrélés à la recette. Cette discussion de la densité est corrélée à la discussion de la recette. Mais, et je termine là-dessus, parce que le temps passe, pour nous élus, on est face à une difficulté qui est très concrète, et croyez-moi, ça nous occupe au quotidien. Il faut faire matcher, dans le rythme de ces deux dossiers énormes, il faut faire matcher les calendriers, parce que, évidemment, le Grand Musinant 2030, notamment à travers le quartier durable, et le début du calendrier du quartier durable, n'est rendu possible que par la libération foncière des terrains aujourd'hui de rugby. Donc il faut, je regarde mes collègues élus, il faut qu'on soit très proactif, et croyez-moi, on s'en occupe heure après heure, pour que ces deux calendriers soient tout à fait bien coordonnés, et pour que, effectivement, fin 2023, début 2024, de toutes les manières, les libérations foncières soient de fait constatées pour que s'enclenche à cet endroit-ci le quartier durable. Même si, concernant les îlots historiques, on aura peut-être ce petit temps d'avance, je crois, dans les calendriers, où la requalification des îlots historiques devrait nous occuper plus tôt. Donc l'heure tourne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il est déjà 9h à l'horloge de la maison du quartier. Elle est très vite, Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En fait, la relance s'est faite de manière assez agile. Un petit mot par exemple sur le projet de résidence senior au niveau des tennis qui va être complètement intégré dans le. Alors, oui. Alors ça, c'est aussi une autre difficulté, parce que ce coup parti
avec des acteurs qui ne sont pas dynastés. Puisqu'on parle là du groupe Lamotte, c'est un secret pour personne. Ce coup parti, lui, il va avoir ce petit temps d'avance. Et il va accueillir en effet cette résidence pour personnes âgées, là, Gilles, qu'on va pratiquer, toi et moi, dans pas longtemps. Hein. On demandera le 3e étage, on aurait dû. Et du coup, un des paris de Jean, hein, dans sa qualité d'urbaniste, de compréhension des enjeux architecturaux aussi, c'était, alors que les deux opérations n'étaient pas liées a priori, c'était au final de livrer quand même une image globale du quartier qui soit, somme toute, la plus cohérente possible. Alors la présence du parc à cet endroit-ci devrait quand même aider grandement à tuiler, hein. Mais ça c'est un sujet d'urbanisme. On le voit tout autour de nous, le végétal est quelque chose de très vertueux pour créer du lien pour les architectures hétérogènes, les étangs hétérogènes. Il y a une chose sur laquelle simplement je voudrais quand même insister parce que c'est quand même le sujet. Au fil des années, les stades de Musinans sont devenus un peu moins des stades que des lieux de rencontres collectives. Cet énorme poumon vert du quartier. Donc, là est l'enjeu. En tant que tel, ce poumon vert, dans la mauvaise compréhension des fonctions, qui générait aussi beaucoup de mécontentement. Nos clubs sportifs, utilisateurs, étaient bousculés par des usages de ce poumon vert qui étaient très problématiques, y compris pour la sécurité propre de leurs licenciés. Je pense en particulier à des scooters qui tournaient sur la piste d'athlétisme, à des conflits d'usage sans aller plus loin pour les qualifier. Et en revanche, puisque au-delà du parc, présent au cœur de ce quartier durable, puisqu'il s'agira quand même de proposer finalement d'autres poumons verts, on est allé sur la thématique d'une planification verte. Elle est assez large puisque le Grand Musinans, c'est à peu près 10 hectares mobilisables, bois d'épaisse compris, 10 hectares de planification verte où, année après année, et ça prendra du temps, il s'agira ici ou là de réinstaller des fonctions ludiques, sportives, d'équipements, de proximité, de pieds d'immeubles, des jardins partagés, autant de sujets qu'on est appelé, partenariat après partenariat, à réfléchir ensemble et à réaliser ensemble. Mais clairement, on a là un enjeu qui va être un des enjeux les plus significatifs dans la pédagogie qu'il s'agira d'apporter à toutes ces évolutions. D'autres questions avant que je propose à nos intervenants un petit mot de fin? Donc, s'il n'y a plus de souhait d'intervention, je ne serai pas beaucoup plus long. Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. On a parlé aussi de la typologie des logements. Je pense que ce sera un point important aussi pour l'accompagnement des services de l'État, parce qu'on parle de logement social. Donc, vous l'avez dit, monsieur le directeur, il faut aussi qu'il y ait une typologie qui réponde bien aux besoins du territoire et qui permette à chacun de trouver une offre de logement abordable. Et ça, c'est un point essentiel. Mais en tout cas, je retiens beaucoup de choses très positives. L'effort sur la densification, sur la reconstruction de la ville sur elle-même, sur la ville marchable, comme vous l'avez dit, qui permet à la fois de faire des économies et d'avoir une activité sportive au quotidien. Le lien aussi que ça pourra faire avec les autres quartiers, parce que je pense qu'on était peut-être sur un quartier qui était parfois un peu à l'écart, coupé par le groupe. Je pense que c'est un des points de réflexion importants. En tout cas, je salue les efforts engagés à la fois par le conseil municipal de Val-sur-Rhône, monsieur le maire, et puis par le groupe Dynacité pour engager ce réaménagement de très grande ampleur et de long terme. Pour la petite histoire, je suis désolé de parler derrière, parce que la représente, ça ne se fait pas simplement pour Dynacité, qui fut opaque, c'est en retour à la maison. Hein. Le premier immeuble collectif de l'OPAC, de l'Ain, a été réalisé à Bellegarde. Donc, bienvenue à la maison, hein, les amis. Vous l'avez jamais tout à fait écouté. C'était à Bellevue, je crois. 47 rue Hoche. Voilà, rue Hoche. Ah, oui. Je suis désolé.
suis désolé. Allez.